Avant de vous plonger dans cette histoire épique de pouvoir et de trahison, assurez-vous de rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer le grand dénouement. L'ombre de la reine cramoisie. La vengeance silencieuse d'Isabella. C'était un titan de l'industrie, Ricardo Montejo, 50 ans. Un homme capable de faire bouger les marchés d'un simple murmure, mais la seule personne qu'il ne parvenait pas à voir était la femme qui dormait à ses côtés. Pour le multimilliardaire, son épouse Isabella Vargas, 35 ans, n'était qu'une autre belle acquisition, un ornement calme et élégant pour sa vie somptueuse dans les luxueux penthouses de Madrid. Il ignorait ses idées, rejetait ses passions et affichait ses indiscrétions devant elle, confiant. Il était convaincu qu'elle était trop timide pour le défier, mais il ne lui est jamais venu à l'esprit de l'interroger sur les secrets qu'elle gardait derrière son gentil sourire. Ce soir, lors de son spectaculaire gala annuel de charité, dans un salon de l'hôtel Ritz rempli des personnes les plus puissantes du pays, banquiers, politiciens et magnates d'Espagne et d'Amérique latine. Il est sur le point d'apprendre que l'ombre qu'il a projetée sur elle pendant des années fut l'endroit parfait pour que son épouse construise son propre empire. Le silence dans le penthouse des Montejo possédait une stridence bien spécifique. C'était le son des déceptions inexprimées, des conversations qui mouraient avant même de commencer et de la vaste distance au sol de marbre qui séparait deux personnes partageant une vie, mais aucune connexion. Pendant 5 ans, Isabella Vargas a connu chaque nuance de ce silence. Elle pouvait en tracer les échos depuis les baies vitrées, allant du sol au plafond, avec vue sur la ville, jusqu'à l'art froid et minimaliste que Ricardo avait choisi pour les murs. L'art, comme tout le reste, était un investissement choisi pour sa valeur projetée, et non pour l'âme qu'il pouvait posséder. Isabella, à bien des égards, n'était qu'une pièce de plus dans sa collection. Il l'avait courtisée avec la même approche implacable qu'il appliquait à une acquisition d'entreprise. Elle était diplômée en histoire de l'art et travaillait dans une petite galerie respectée. Il avait trouvé son intelligence et sa nature douce, une nouveauté charmante, un répit face aux femmes ambitieuses et tranchantes qui rivalisaient généralement pour son attention. Il l'avait appelé son sanctuaire serein, mais les sanctuaires, par nature, sont destinés à être calmes, à rester immobiles. Et pendant 5 ans, Isabella avait été exactement cela. Ses journées étaient une rotation méticuleusement programmée de déjeuners, de charité, de réunions de fondation, où son seul rôle était de sourire et d'acquiescer, et d'essayage avec des designers qui l'habillaient à l'image que Ricardo préférait. Élégante, sobre et totalement inoffensive. Ses opinions, celles-là même qu'il avait prétendu admirer, étaient désormais traitées comme de légères interruptions. Je pensais que pour le gala de la Fondation Montejo de cette année, commença-t-elle un soir, lors d'un dîner qu'il partageait rarement seul. Nous pourrions mettre en avant des artistes émergents. Nous pourrions dédier une aile à l'exposition de leur travail, leur donner une plateforme. Cela s'alignerait avec mon expérience et apporterait une énergie fraîche à l'événement. Ricardo ne leva pas les yeux du rapport financier sur sa tablette. Le gala était pour nos donateurs établis, Isabella. Ils veulent te voir des Goya et des Rothko aux enchères, pas l'étoile d'un gamin inconnu dans un entrepôt. Il s'agit de prestige, pas d'énergie. Il agita une main méprisante. Ce geste si désinvolte était presque plus cruel qu'une insulte directe. Il n'argumentait pas, il corrigeait la suggestion naïve d'un enfant. La conversation, comme toujours, s'évapora. Sa négligence n'était pas toujours passive. Elle avait un tranchant plus coupant et public sous la forme de Carla Davila, une mondaine soignée aux cheveux sombres,
avec un sourire de vipère. Carla était tout ce qu'Isabella n'était pas, bruyante, ostentatoire et effrontément transactionnelle. Elle était la vice-présidente du marketing des industries Montejo, un poste que Ricardo avait créé pour elle. C'était un secret mal gardé que leur relation professionnelle s'étendait bien au-delà de la salle de conseil. Ricardo riait des blagues blessantes de Carla lors des dîners, des blagues souvent subtilement dirigées vers les intérêts pittoresques d'Isabella. Il plaçait sa main au bas du dos de Carla, un geste de possession désinvolte qui envoyait une vague de regards complices à travers leur cercle social. Il faisait tout cela sous le couvert d'une familiarité professionnelle, mais tout le monde le voyait pour ce que c'était. Une humiliation. Isabella le supportait avec une grâce tranquille qui était souvent confondue avec de la faiblesse. Elle offrait un sourire tendu et poli, sa posture parfaite, son sang-froid comme bouclier. Mais derrière ses calmes yeux bleus, un livre de contes était tenu. Chaque mot méprisant, chaque regard condescendant, chaque moment où il la faisait se sentir comme un fantôme dans sa propre vie était enregistré avec un détail méticuleux. Le prochain gala de la Fondation Montejo était le sommet de leur calendrier social. Et cette année, la tension était plus épaisse que jamais. C'était la seule nuit où Ricardo avait besoin qu'elle joue à la perfection le rôle de l'épouse parfaite et admirative. L'événement assure une fusion massive, et l'image est tout, chérie, lui avait-il dit une semaine avant l'événement, ses yeux la scannant comme s'il évaluait une cote boursière. Assure-toi de porter le collier de saphir. Projette la stabilité. Il ne lui demandait pas d'être belle pour lui. Il lui donnait des instructions sur la façon d'être un meilleur actif. Cet après-midi-là, Isabella était dans son studio privé, une petite pièce ensoleillée où Ricardo entrait rarement. C'était le seul espace qui semblait vraiment le sien, rempli de livres d'histoire de l'art et, plus récemment, d'économie et de droit des sociétés. Elle était en appel vidéo sécurisé. Son expression se transforma. Le masque doux et placide qu'elle portait en public avait disparu, remplacé par un regard d'intelligence aiguë et concentré. À l'écran se trouvait un homme âgé au visage aimable, dans un costume conservateur. « Le dernier bloc d'action a été acquis ce matin, Madame Vargas, » dit M. Silva, sa voix calme et ferme. « Le portefeuille est diversifié et la société holding est complètement isolée. À partir de 8h15, vous êtes officiellement l'actionnaire majoritaire. » Isabella sentit un frisson, non pas de peur, mais de pouvoir, la parcourir. « Et il n'y a aucune trace papier qui remonte à moi? »« Absolument aucune, » confirma-t-il. « Le groupe d'investissement Orion est aussi anonyme qu'un fantôme. Pour le monde, c'est juste un autre fonds agressif et sans visage qui a vu une opportunité. Personne ne sait qu'il est dirigé par une femme dont il pense qu'elle passe ses journées à planifier des arrangements floraux. Elle s'autorisa un petit sourire froid. Pendant des mois, ceci avait été sa vraie vie. Les nuits solitaires où Ricardo travaillait tard avec Carla étaient ses sessions d'études. Les déjeuners de charité étaient sa couverture pour des réunions discrètes. Les heures interminables qu'elle passait seule dans le penthouse silencieux se remplissaient de l'excitation d'une guerre secrète, une campagne menée dans la furtivité. Ricardo pensait qu'elle était une pièce de sa collection. Il était sur le point de découvrir qu'elle était la collectionneuse, et qu'elle venait pour la seule chose qu'il valorisait plus que tout au monde. Son contrôle inébranlable. Le gala était dans 3 jours. Le décor était planté. Pensez-vous que Ricardo Montejo le méritait? Donnez-moi votre avis dans les commentaires avant de poursuivre avec le point culminant. Le catalyseur, le moment singulier
qui fractura la résistance tranquille d'Isabella et la mit sur un nouveau chemin, n'avait pas été une grande trahison cinématographique. Ce fut un petit commentaire piquant prononcé avec une cruauté désinvolte qui rompit finalement le charme de sa passivité. Cela s'était produit 2 mois avant que ne commencent ses acquisitions secrètes. Ricardo organisait un dîner intime pour un partenaire potentiel, un industriel brusque issu de la vieille fortune, nommé Don Alfonso. Isabella avait soigneusement planifié le menu, supervisé la décoration et fait des recherches sur les intérêts d'Alfonso, espérant contribuer à la conversation de manière significative. Durant toute la soirée, Ricardo dirigea la conversation exclusivement vers la finance, les fusions et les projections de marché, des domaines où l'on présumait qu'Isabella était une spectatrice analphabète. Quand Alfonso, essayant d'être courtois, s'adressa à elle et l'interrogea sur son travail dans la galerie d'art avant son mariage, le visage d'Isabella s'illumina. « J'étais curatrice de sculpture contemporaine », commença-t-elle, sa voix emplie d'une chaleur qui avait été absente pendant des années. Mon attention se concentrait sur des artistes postmodernistes travaillant avec des matériaux de récupération. Il y a un mouvement fascinant qui explore l'intersection de la durabilité et... Ricardo l'interrompit d'un grand éclat de rire indulgent. « Isabella, s'il te plaît, n'ennuie pas Alfonso avec tes petits hobbies. » Il se tourna vers Alfonso avec un sourire complice. « Elle a bon cœur, mais ses passions sont pittoresques. Je l'ai épousée pour son goût, pas pour son analyse de portefeuille. » La table devint silencieuse. L'air crépitait de l'humiliation d'Isabella. Ce n'était pas seulement qu'il l'avait écartée. Il avait qualifié la passion de sa vie de passe-temps trivial et enfantin. Devant un étranger. Il avait réduit toute son identité à celle d'un objet décoratif qu'il avait acquis. À ce moment-là, en le voyant rire avec Alfonso, elle vit son mariage pour ce qu'il était vraiment, une cage dorée dont les barreaux étaient faits de sa condescendance. Elle s'excusa de la table avec un port exercé. Le dos droit, la tête haute, mais une fois dans la solitude de son studio, la façade s'effondra. La tristesse silencieuse avec laquelle elle avait vécu pendant des années se figea en un nœud de colère froid et dur. Il ne s'agissait plus seulement de Ricardo et Carla. Il s'agissait de l'annulation lente et systématique de son propre être. Le lendemain, elle commença à creuser. Elle commença par ses propres finances, un sujet que Ricardo avait toujours géré. Il lui avait établi une allocation généreuse, un montant conçu pour la garder confortable et sans curiosité. Mais Isabella ne s'intéressait pas à l'allocation. Elle cherchait autre chose, un fil lâche de son passé. Elle le trouva dans une boîte poussiéreuse de documents de l'héritage de sa grand-mère. Sa grand-mère, une femme que Ricardo avait écartée comme une simple institutrice, avait été une investisseuse astucieuse et silencieuse toute sa vie, cachée dans un trust oublié, intouché et accumulant de la valeur depuis plus d'une décennie. Il y avait un héritage. Ce n'était pas la richesse d'un multimilliardaire, mais c'était substantiel, bien plus que ce que Ricardo pourrait imaginer qu'une simple institutrice possédât. C'était un secret laissé pour elle, avec une note manuscrite. Pour le jour où tu décideras de construire un monde à toi, l'avocat de sa grand-mère s'était retiré depuis longtemps, mais son cabinet était toujours actif. Les mains tremblantes, Isabella passa un appel et fut dirigée vers le gestionnaire de patrimoine senior le plus discret du cabinet, un homme nommé Monsieur Ernesto Silva. Lorsqu'ils se rencontrèrent dans un bureau calme et anonyme du centre-ville, Monsieur Silva fut exactement ce qu'elle avait espéré. De la vieille école, impeccablement professionnel et avec des yeux qui semblaient tout comprendre
sans qu'elle ait à dire un mot. Il passa en revue le portefeuille que sa grand-mère lui avait laissé. « Votre grand-mère était une femme très sage, Madame Vargas, » dit-il en la regardant par-dessus ses lunettes. « Elle a investi dans la technologie fondatrice et la biotechnologie bien avant que ce ne soit à la mode. Ce portefeuille n'est pas seulement solide, c'est une plateforme de lancement. » Isabella prit une profonde inspiration. « Monsieur Silva, je ne cherche pas à financer une habitude de shopping ou une nouvelle fondation. Je cherche à faire une acquisition stratégique. Je veux construire quelque chose, mais cela doit se faire dans une réserve absolue. Mon mari ne peut pas le savoir. Personne ne le peut. » Monsieur Silva ne sourcilla pas. Il hocha simplement la tête, une lueur de respect dans les yeux. Il avait vu assez du monde des hommes puissants et de leurs épouses souvent négligées pour saisir la situation immédiatement. « La confidentialité est un service que nous offrons, Madame Vargas. Dites-moi, quel est l'objectif? » C'était le moment. C'est là que le vague sentiment de rébellion se solidifia en un plan concret. Elle pensa au monde de Ricardo, ses obsessions, ses vulnérabilités. Sa dernière fixation était l'acquisition hostile d'une entreprise d'énergie verte innovante et de taille moyenne. Innovation Helios. Ricardo voulait l'acquérir, la dépouiller de ses précieux brevets pour sa propre division technologique et fermer le reste. C'était un mouvement impitoyable et prédateur, typique de son style d'affaires. Mais Isabella savait quelque chose que Ricardo ignorait. Son père, un professeur d'ingénierie décédé des années auparavant, avait été le mentor du fondateur d'Helios. Elle savait que l'entreprise n'était pas seulement une collection de brevets, c'était une équipe de personnes brillantes, dédiées à une cause. La démanteler serait un acte de vandalisme corporatif. « Innovation Helios », dit Isabella, sa voix ferme et claire. « Je veux acheter une participation de contrôle avant mon mari, et ensuite je veux utiliser cette position pour investir en eux, pour les rendre intouchables. » Monsieur Silva haussa un sourcil, intrigué. Ce n'était pas juste un caprice rancunier, c'était une stratégie sophistiquée et à plusieurs niveaux. C'était autant un mouvement défensif pour protéger un héritage qui lui importait, qu'une attaque offensive directe au cœur de l'ambition actuelle de Ricardo. « C'est une manœuvre très ambitieuse, Madame Vargas, » dit-il lentement. « Industries Montejo a des ressources formidables. » « Mais ils sont bruyants à ce sujet, » répliqua Isabella, une nouvelle confiance s'allumant en elle. « Ils se déplacent comme un prédateur et tout le monde peut les voir venir. Nous bougerons comme un fantôme. Nous utiliserons une société holding, une entité anonyme. Nous achèterons de petits blocs d'actions intraçables via divers courtiers. Il ne nous verra pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Pour la première fois depuis des années, Isabella ressentit l'excitation de son propre intellect, le pouvoir de sa propre volonté. Elle n'était plus une amatrice pittoresque, elle était une stratège. La graine de la rébellion avait pris racine et grandissait pour devenir un chêne d'une force formidable, juste à l'ombre de l'homme qui pensait qu'elle n'était rien de plus qu'une fleur délicate. Durant les 6 mois suivants, Isabella Vargas vécut une double vie méticuleusement élaborée. Pour Ricardo et son cercle social étincelant, elle resta l'épouse sereine, presque invisible. Elle assistait à ses déjeuners, souriait placidement lors des réunions du conseil et acquiesçait pendant que Ricardo pontifiait sur ses triomphes commerciaux. Son extérieur placide était le camouflage parfait. Personne ne cherche un requin dans un étang de carpe koi. Mais dès qu'elle était seule dans son studio, la transformation était absolue. La pièce devenait sa salle de guerre. Les livres d'histoire de l'art furent rejoints par des textes sur les lois boursières, l'analyse de marché et la gouvernance d'entreprise. Son ordinateur portable
auparavant utilisé pour envoyer des emails aux traiteurs, brillait désormais d'applications de messagerie cryptée et de cotes boursières en temps réel. Son partenariat avec M. Silva fut une classe de maître en discrétion. Ils ne se rencontrèrent plus jamais en personne. Leur communication était une danse complexe de téléphones jetables, de vidéoconférences sécurisées et de messages transmis via un coursier de confiance qui croyait livrer des catalogues de vente aux enchères d'or rare. M. Silva, dynamisé par un défi qu'il n'avait pas connu depuis des années, devint son tuteur et maréchal de camp. La stratégie de Ricardo est un assaut frontal, expliqua-t-il lors d'un de leurs appels nocturnes, alors qu'Isabella était assise dans sa robe de chambre en soie, étudiant des feuilles de calcul. Il fait chuter le prix des actions avec de la presse négative, probablement divulguée par ses propres gens pour rendre l'acquisition moins chère. Il croit qu'il est le seul joueur à la table. Alors, nous ne nous assiérons pas à la table, répliqua Isabella, sa voix basse et ferme. Nous lui achèterons les chaises sous lui. Son plan était brillant dans sa subtilité. À travers la société écran qu'ils avaient créée, le groupe d'investissement Orion, ils commencèrent à acheter. Ils n'achetèrent pas de gros blocs d'actions d'Helios qui attireraient l'attention. Au lieu de cela, ils exécutèrent des centaines de petits achats via une douzaine de firmes de courtage différentes, se maintenant toujours juste en dessous du pourcentage qui déclencherait une divulgation obligatoire de la SEC. C'était une mort par 1000 coupures. Isabella apprit à lire les rythmes du marché, à anticiper les mouvements de Ricardo. Elle découvrit qu'elle avait une compréhension intuitive et naturelle de la stratégie, une compétence perfectionnée par des années à naviguer dans la politique sociale complexe et traîtresse du monde de Ricardo. Elle savait comment être patiente, comment attendre le moment parfait pour frapper. Un après-midi, Carla Davila entra dans le penthouse, ostensiblement pour déposer des dossiers pour Ricardo. Elle trouva Isabella dans le salon, dessinant dans un carnet. « Tu dessines toujours tes petites fleurs, Isabella ?» ronronna Carla en regardant la page avec un sourire condescendant. « Quel charme! Ricardo est en train de conclure la plus grosse affaire de sa carrière et toi tu gribouilles. » Isabella leva les yeux, son expression indéchiffrable. Le dessin n'était pas des fleurs, c'était un diagramme de flux complexe, une carte de sociétés écrans et de structures de holding déguisées avec des pétales et des feuilles. « Tout le monde a besoin d'un exutoire créatif, Carla, » dit-elle doucement. L'ignorance de ses rivaux était sa plus grande arme. Il voyait une femme artistique et calme et ne pouvait imaginer l'esprit d'une prédatrice rôdant en dessous. Le stress était immense, mais c'était un type de stress différent du poids écrasant de son mariage. C'était le stress aigu et stimulant des grands enjeux, du but. Certaines nuits, elle dormait à peine, son esprit s'emballant avec des chiffres et des stratégies. Elle observait Ricardo dormir à ses côtés, cet homme puissant si complètement inconscient de la tempête qui se rassemblait autour de lui et ressentait un but froid et clair. Il l'avait sous-estimé. Ce serait sa perte. La pièce finale de son plan concernait Helios elle-même. Utilisant un alias, elle ouvrit un canal de communication secondaire avec le PDG d'Helios, un scientifique brillant mais harcelé nommé Dr. Javier Solis. Elle se présenta comme représentante d'un groupe d'investissement privé qui croyait en sa vision et voulait l'aider à lutter contre l'acquisition hostile. « Montejo ne veut pas votre technologie », écrivit-elle dans un email crypté. « Il veut vos brevets. Il éviscérera votre département de recherche et licenciera votre équipe. Nous voulons vous financer. Nous voulons vous voir grandir. » Soli, initialement sceptique, était désespéré. Il vit une bouée de sauvetage. Isabella, via Orion,
lui fournit suffisamment de capital pour étayer les finances immédiates de son entreprise. Un mouvement qui éleva légèrement le prix des actions et rendit les efforts d'acquisition de Ricardo plus coûteux et frustrants. Ricardo, furieux de cette mystérieuse interférence, doubla simplement ses tactiques agressives, le rendant encore plus prévisible. Il jouait aux dames, convaincu d'être un roi. Isabella jouait aux échecs et était déjà à 3 coups de l'échec et mat. Une semaine avant le gala, M. Silva confirma la transaction finale. C'est fait, Madame Vargas. Le groupe d'investissement Orion contrôle maintenant 52% d'Innovation Helios. Vous êtes la propriétaire majoritaire silencieuse. L'entreprise est à vous. Isabella ferma les yeux, laissant la réalité de sa victoire l'envahir. Elle l'avait fait. Elle avait déplacé secrètement des millions de dollars. Elle avait surpassé l'un des multimilliardaires les plus impitoyables du pays et avait sauvé une entreprise en laquelle elle croyait. Maintenant, il ne restait plus que l'acte final. Il était temps de sortir de l'ombre. Elle ouvrit son placard, laissant derrière elle les robes sobres et élégantes que Ricardo préférait. Au fond, conservée dans une housse à vêtements, se trouvait une robe qu'elle avait achetée elle-même des années auparavant, mais qu'elle n'avait jamais osé porter. C'était une création audacieuse et impressionnante, en soie d'une couleur cramoisie profond qui brillait comme du feu liquide. Ce n'était pas la robe d'un sanctuaire serein, c'était la robe d'une reine. Le jour du gala de la Fondation Montejo arriva avec une sensation palpable d'électricité. Pour Ricardo, c'était l'aboutissement de mois de travail, la nuit où il célébrerait officieusement sa conquête imminente d'Innovation Helios devant le monde qui comptait. Pour Isabella, c'était le jour où le monde serait redessiné. Le penthouse était un tourbillon d'activités. Stylistes, traiteurs et assistants bourdonnaient à l'intérieur et à l'extérieur, leurs mouvements orchestrés par les ordres impérieux de Ricardo. Il se tenait au centre de tout, un roi inspectant sa cour, aboyant des ordres dans son téléphone. Il était si consumé par la performance de la soirée qu'il enregistra à peine la présence de son épouse. Isabella se déplaça à travers le chaos avec un calme surnaturel. Elle approuva les arrangements floraux finaux, confirma le plan de table et géra une crise de dernière minute avec l'orchestre. Tout cela avec l'efficacité tranquille qu'il avait tenue pour acquise pendant si longtemps. C'était son rôle, la gestionnaire silencieuse et compétente de sa vie domestique et sociale. Ce soir, elle le jouerait à la perfection une dernière fois. 1 heure avant leur départ, Ricardo entra dans leur suite principale. Isabella était assise à sa coiffeuse, ses cheveux déjà coiffés en un chignon élégant mais sévère. Il était déjà en smoking, paraissant élégant, puissant et totalement absorbé par lui-même. « Est-ce que tout est géré ?» demanda-t-il. Pas comme une question, mais comme une exigence de confirmation. Il ajusta ses boutons de manchette dans le miroir, ses yeux sur son propre reflet. « Tout est en ordre », répliqua Isabella d'une voix égale. Il la regarda enfin, ou plutôt l'espace qu'elle occupait. « Bien. N'oublie pas les saphirs. Nous devons projeter une image de force inébranlable ce soir. Cette fusion est pratiquement faite, mais les apparences sont cruciales. » Il vit l'écrin de saphir sur sa coiffeuse et hocha la tête avec satisfaction. Il ne remarqua pas l'espace vide à côté, où aurait dû être accrochée la robe cramoisie qu'elle prévoyait de porter. Il ne remarqua pas la nouvelle détermination d'acier dans ses yeux. Il ne la vit pas du tout. Il ne vit qu'un composant de son grand dessein. « Je dois aller sur place plus tôt », annonça-t-il en regardant sa montre. « Je dois saluer certains membres du conseil avant que le chaos ne commence. Le chauffeur reviendra pour toi dans 30 minutes. Ne sois pas en retard. »
Il se pencha. Pas pour un baiser, mais pour lui donner une bise sèche et superficielle sur la joue. Cela ressemblait à un saut d'approbation corporatif. « Merde pour ce soir, chérie », murmura-t-elle, l'ironie lui échappant. Puis il partit, ses pas rapides résonnant dans le couloir de marbre, laissant derrière lui le silence résonnant familier. Au moment où la porte claqua, toute l'apparence d'Isabella changea. La quiétude se brisa, remplacée par un objectif rapide et délibéré. Elle marcha vers son placard et sortit la robe cramoisie. C'était une déclaration, une œuvre d'art conçue pour être vue, pas ignorée. C'était une proclamation. En enfilant la soie, elle eut l'impression de muer, de quitter une peau qu'elle avait portée pendant 5 longues années. La Madame Montejo réservée et sobre disparaissait, et la véritable Isabella Vargas ressurgissait, plus forte, plus tranchante et forgée dans les feux de la négligence de son mari. Elle laissa de côté le collier de saphir, le symbole de la stabilité qu'il voulait projeter. Au lieu de cela, elle choisit une seule pièce de joaillerie éblouissante. Sa grand-mère lui avait laissé un collier de diamants conçu comme un serpent, ses yeux étant de petites émeraudes. C'était audacieux, un peu dangereux et complètement sien. Quand elle se regarda dans le miroir, la femme qui la regardait était une étrangère, mais une étrangère bienvenue. Le chignon sévère avait disparu. Ses cheveux étaient maintenant coiffés en ondulations douces et sûres, qui encadraient un visage qui n'était plus placide, mais vivant d'intelligence et d'intention. La robe cramoisie épousait ses formes, un contraste marqué avec les gris et les bleus marines éteints, qui étaient devenus son uniforme. Ce n'était pas la femme que Ricardo s'attendait à voir entrer à sa fête. Ce n'était pas l'actif auquel il avait donné l'instruction de porter des saphirs. Son téléphone vibra. C'était un message sécurisé de M. Silva. « Le marché est fermé. Tout est calme. La scène est à vous, Madame Vargas. Ou devrais-je dire, Señorita Vargas. » Elle sourit. Le nom sonnait juste. Isabella Vargas était de retour. Le chauffeur que Ricardo avait envoyé attendait en bas. Alors qu'elle descendait dans l'ascenseur privé, les parois en miroir reflétaient une reine en rouge. La nervosité qu'elle s'était attendue à ressentir était absente, remplacée par une certitude complète et excitante. Ricardo lui avait dit de ne pas être en retard, mais Isabella n'avait aucune intention d'arriver selon son horaire. Une reine n'est jamais en retard. Tous les autres sont simplement en avance. Donna instruction au chauffeur de prendre une route panoramique le long de la rivière. Un retard délibéré. Son entrée devait être parfaitement synchronisée. Elle n'arriverait pas dans l'ombre de Ricardo. Elle arriverait quand la fête battrait son plein, quand tous les yeux seraient rivés sur son mari, le maître de l'univers. C'est alors seulement qu'elle entrerait et volerait la vedette. Le grand bal de l'hôtel Métropole était un univers de pouvoir et de richesse. Les lustres en cristal dégoulinaient de lumière sur une mer de smoking noir et de robes de créateurs. L'air bourdonnait du murmure discret de transactions de milliards de dollars et de ragots influents. Au centre de cet univers se trouvait Ricardo Montejo, irradiant le succès. Il tenait court près du grand escalier, une coupe de champagne à la main. Carla Davila, vêtue d'une robe argentée étincelante, était artistiquement placée à ses côtés. Il venait de regarder sa montre pour la 3e fois, un éclair d'irritation traversant son visage. Isabella était en retard. C'était peu professionnel. Il avait besoin qu'elle soit là pour jouer son rôle. Et puis un silence tomba sur l'entrée de la salle de bal. Cela commença comme une onde, quelques têtes se tournant, et grandit rapidement pour devenir une vague de silence stupéfait qui se répandit dans toute la salle.
Les conversations s'arrêtèrent. La musique sembla s'évanouir en arrière-plan. Debout, en haut du grand escalier, baigné par la lueur chaude des projecteurs, se trouvait une femme dans une impressionnante robe cramoisie. Pendant un moment, personne ne la reconnut. Cette femme était une vision de pouvoir et de confiance. Sa tête était haute, son regard parcourant la salle avec une assurance déconcertante. Le collier serpent à sa gorge attrapait la lumière. Ses yeux d'émeraude semblaient briller de leur propre vie. C'était Isabella. Ricardo se figea. La coupe de champagne, momentanément oubliée dans sa main, il resta affixé, son esprit luttant pour réconcilier la femme effacée et tranquille qu'il avait laissée à la maison avec la créature spectaculaire qui commandait l'attention de chaque personne dans la salle. C'était comme si on l'avait reformulé dans un rôle différent, sans sa permission. La robe, les cheveux, le regard dans ses yeux, tout était faux. Tout était une rébellion défiante et glorieuse. Le sourire parfaitement entretenu de Carla se tendit. Ses yeux se plissèrent d'une jalousie vénéneuse instantanée. Ce n'était pas la femme qu'elle avait écartée si facilement pendant des années. C'était une rivale. Alors qu'Isabella descendait l'escalier, le silence se brisa en un déluge de chuchotements. « C'est Isabella Montejo? Je ne l'ai jamais vue comme ça. Mon Dieu, que porte-t-elle? » Les chuchotements n'étaient pas de moquerie, mais d'étonnement et de confusion. Elle se déplaça non pas avec la déférence timide que Ricardo attendait, mais avec une grâce fluide et délibérée. Elle ne se dirigea pas vers son mari. Au lieu de cela, elle dévia vers un côté où s'était réuni un petit groupe des personnes les plus puissantes de la salle. Don Alfonso, l'industriel que Ricardo s'était tant efforcé d'impressionner, un magnat de la technologie nommé Kenji Tanaka et le formidable chef de la Commission nationale bancaire. Ricardo observait. Sa confusion se transforma en colère alors qu'il la saluait, non pas avec la politesse condescendante généralement réservée aux épouses corporatives, mais avec une chaleur et un respect authentiques. Tanaka se pencha pour embrasser sa joue. Alfonso, l'homme devant qui Ricardo l'avait humilié, inclina de fait légèrement la tête. « Isabella, vous êtes magnifique, » dit Alfonso, sa voix résonnant d'admiration. « Le docteur Solis dit beaucoup de bien de vous. » Isabella lui offrit un sourire radieux. « Javier est un visionnaire. C'est un privilège d'être sa partenaire. » Les mots, prononcés suffisamment fort pour être entendus par ceux qui étaient proches, envoyèrent une autre onde de choc à travers la foule. Partenaire. Ricardo commença à se diriger vers elle, son visage un masque orageux, mais il fut intercepté par un sénateur. Il était piégé, obligé de sourire et de serrer des mains tout en observant sa femme tranquille et décorative, tenir court avec les mêmes personnes qu'il avait passé sa vie à essayer d'impressionner. Elle parlait affaires, elle riait, elle avait l'air plus vivante que jamais. Isabella pouvait sentir le regard de Ricardo lui brûler le dos, mais elle l'ignora. Pour la première fois, elle n'était pas une extension de lui. Elle était le centre de sa propre gravité et attirait les personnes les plus importantes de la salle dans son orbite. Elle n'était plus un fantôme dans sa machine. Elle était devenue une machine elle-même. Finalement, elle se tourna et ses yeux rencontrèrent ceux de Ricardo de l'autre côté de la salle bondée. Elle soutint son regard, et pour la première fois, il n'y avait ni peur, ni déférence, ni excuse silencieuse dans ses yeux. Oulne. Il n'y avait que l'évaluation fraîche et calme d'un égal, ou peut-être d'un supérieur. Elle lui adressa un petit sourire énigmatique qui n'atteignit pas ses yeux. Un sourire qui disait « Tu n'as aucune idée de ce qui arrive ». Puis elle retourna à sa conversation,
l'écartant aussi facilement qu'il l'avait écarté pendant 5 ans. La grande entrée était terminée. Ce fut un succès étonnant, mais ce n'était que l'ouverture. La performance principale était encore à venir. Le point culminant du gala de la Fondation Montejo était la vente aux enchères en direct, un spectacle de philanthropie performative où Ricardo montait sur scène pour récolter des dons et, plus important encore, cimenter son statut de roi bienveillant de l'industrie. Ce soir, il prit le micro avec une dose supplémentaire d'arrogance, une tentative désespérée de récupérer la lumière que sa femme lui avait volée si inopinément. Il était charmant, spirituel et puissant. Il parla d'héritage, d'ambition, du futur que son entreprise construisait. Il était dans son élément, le maître de son univers, et la salle était une fois de plus sous son charme. Isabella observait depuis une table près du devant, son expression parfaitement composée. Elle s'assit non pas avec les autres épouses corporatives, mais entre Kenji Tanaka et Don Alfonso, une déclaration claire de sa nouvelle alliance. Maintenant, annonça Ricard, sa voix résonnant, nous arrivons à notre annonce finale et la plus excitante de la soirée. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Industries Montejo est dédié au progrès. Et, dans le cadre de cet engagement, nous sommes dans les étapes finales de l'acquisition d'Innovation Helios, une entreprise au potentiel remarquable que nous avons l'intention d'intégrer complètement dans notre division technologique pour créer une synergie inégalée. Un tonnerre d'applaudissements polis et complices se répandit dans la salle. C'était la déclaration publique de sa victoire. Il plantait un drapeau dans le sol. Il regarda directement Isabella, un éclair triomphant et défiant dans les yeux, comme pour dire « Ceci est mon monde, ceci est le vrai pouvoir ». Puis il fit signe à l'hôte du gala, un journaliste connu. Et pour parler davantage de l'avenir de l'innovation, j'aimerais inviter notre hôte à revenir sur scène. Le journaliste sourit chaleureusement. « Merci, Ricardo. Une vision vraiment remarquable. » Il fit une pause en regardant une carte dans sa main avec une expression légèrement perplexe. « Mesdames et messieurs, je viens de recevoir une mise à jour qui semble être un développement significatif dans cette même histoire. Il semble qu'il y ait un autre joueur important. » Un murmure se répandit dans la salle de bal. Le sourire confiant de Ricardo vacilla. Ce n'était pas dans le programme. L'hôte continua. Le conseil d'administration d'Helios vient d'émettre un communiqué officiel avec effet immédiat. Ils ont accepté un accord de partenariat et de financement d'un groupe d'investissement privé qui, au cours des 6 derniers mois, a acquis discrètement une participation de contrôle de 52% dans l'entreprise. L'air fut aspiré de la salle. Une participation de contrôle. C'était impossible. L'équipe de Ricardo avait surveillé chaque transaction importante. Cet investissement, lut l'hôte, sa voix pleine de dramatisme, assurera qu'elle reste une entité indépendante dédiée à sa mission principale d'énergie durable. L'offre d'acquisition hostile d'Industries Montejo a été officiellement rejetée. Ricardo pâlit. Son visage, diffusé sur les écrans géants des 2 côtés de la scène, était un masque d'incrédulité et de fureur. Il avait été humilié publiquement, surpassé en manœuvre. Le communiqué conclut, dit l'hôte en regardant la foule stupéfaite, en annonçant que le nouvel actionnaire majoritaire assumera un rôle public en tant que directeur stratégique du conseil. Le nom du groupe d'investissement est le groupe d'investissement Orion, et son principal propriétaire et directeur est ici avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, souhaitez la bienvenue à Madame Isabella Vargas. Échec et mat. Pendant un moment, il y eut un silence absolu et assourdissant.
Le halètement collectif se sentit plus qu'il ne s'entendit. Ricardo semblait avoir été frappé par la foudre, ses yeux fixés sur sa femme. Isabella Vargas, pas Montejo. Vargas. Avec grâce, sans hâte, Isabella se leva. Le cramoisi de sa robe semblait brûler sous les projecteurs. Elle fit un petit signe de tête poli à Tanaka et Alfonso et marcha vers la scène. Ses talons résonnèrent sur le sol poli. Chaque pas un coup de marteau à l'ego de Ricardo. Elle prit le micro de l'hôte hébété. Elle regarda la marée de visages choqués, son regard calme et dominant. Puis elle regarda directement son mari, qui restait paralysé sur scène à seulement quelques mètres de distance. « Merci », dit-elle. Sa voix claire et ferme, amplifiée dans tout le salon silencieux. J'ai toujours cru que le vrai progrès ne concerne pas la consommation, mais la création. Il ne s'agit pas d'acquérir et de démanteler, mais de construire et de nourrir. Innovation, Helios représente un futur et un héritage en technologie durable dont mon défunt père, un ingénieur brillant, aurait été fier. Mon groupe d'investissement et moi sommes engagés à fournir au docteur Solis et à son équipe tout ce dont ils ont besoin pour changer le monde. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Chaque mot fut délivré avec la force précise et dévastatrice d'une boule de démolition. Non seulement elle l'avait vaincu, mais elle avait aussi réclamé la supériorité morale, liant sa victoire à l'héritage de sa famille et à une cause noble. Elle avait exposé ses tactiques prédatrices comme appartenant au passé. Merci à tous d'être ici ce soir pour célébrer l'avenir, conclut-elle. Elle dédia un sourire éblouissant final à l'audience, se tourna et quitta la scène, laissant son mari debout, seul parmi les ruinés de son triomphe, absolument et complètement vaincu devant tous ceux qu'il avait un jour voulu impressionner. Le trajet de retour au penthouse fut une étude de silence étouffant. Ricardo s'assit rigide d'un côté de la limousine, son visage un masque de granit de fureur. Isabella s'assit face à lui, sereine et composée, observant les lumières de la ville devenir floues, comme si c'était juste une autre nuit. L'air entre eux était épais d'accusations non dites et de fierté brisée. Au moment où la porte du penthouse se referma derrière eux, la fragile trêve de silence vola en éclats. « Qu'as-tu fait ?» La voix de Ricardo était un grognement bas et dangereux. Il arracha son nœud papillon, ses mouvements brusques de rage. Qu'est-ce que c'était que ça? Isabella retira tranquillement ses talons, les plaçant soigneusement près de la porte. Elle se tourna pour lui faire face, son expression inflexible. « Je crois que l'annonce était assez claire. J'ai sauvé une entreprise d'un prédateur. »« Tu l'as sauvée ?» rugit-il en faisant un pas vers elle. « Tu m'as humilié, tu m'as trahi, tu as conspiré contre moi, et tu as fait de moi la risée dans ma propre salle de bal, sur ma propre scène. »« Ta scène !» répliqua Isabella, sa voix dangereusement douce. « Était-ce cette même scène où tu prévoyais d'annoncer la destruction d'une entreprise en laquelle mon père croyait? Ou était-ce celle que tu partageais avec ta maîtresse pendant qu'on attendait de ta femme qu'elle applaudisse depuis l'audience? Tu sembles être confus quant à savoir qui possède quoi, Ricardo. » La mention de Carla et de son père le laissa silencieux une seconde, sa rage momentanément court-circuitée par la franchise de son attaque. Il ne l'avait jamais entendu parler de cette manière. La déférence avait disparu, remplacée par une lame d'acier froid. « D'où as-tu sorti l'argent ?» exigea-t-il, son esprit s'emballant pour essayer de reconstituer l'impossible. « Je contrôle nos finances. Tu ne pouvais pas acheter une nouvelle voiture sans que je le sache. »« C'est là que tu te trompes, » dit-elle en marchant vers les baies vitrées avec vue sur la ville. « Tu contrôlais tes finances.
Pas une seule fois tu n'as pris la peine de demander pour les miennes. Tu as vu la fille d'une institutrice et as supposé qu'elle ne venait avec rien. Tu n'as jamais pensé à regarder plus profondément. Elle lui parla alors de l'héritage de sa grand-mère, le portefeuille secret qui avait grandi en silence pendant des années. Elle lui expliqua comment chaque fois qu'il l'avait écarté, ignoré ou humilié, cela avait nourri sa détermination. « Tu as vu une amatrice, dit-elle, sa voix chargée de la glace de 5 ans de colère réprimée. Tu as vu une petite épouse décorative et pittoresque. Jamais, au grand jamais, tu ne m'as vu. Tu étais si aveuglé par ta propre arrogance que tu n'as pas pu voir la personne dormant à tes côtés. Ce fut ta plus grande erreur. » Ricardo la fixa, les pièces s'assemblant enfin. Les nuits où elle lisait les catalogues d'art qui avaient précédé son soudain intérêt pour les nouvelles financières. Tout s'était passé juste sous son nez. L'ampleur de sa tromperie, sa brillance stratégique, était à la fois effrayante et à un niveau profond et inavoué, stupéfiante. Sa fureur commença à se figer en une émotion différente et plus complexe, un respect réticent et horrifié. Il n'avait pas été vaincu par un rival corporatif, mais par sa femme, la femme qu'il pensait posséder. « Alors tout ça, c'était pour la vengeance ?» demanda-t-il, sa voix plus basse maintenant. « Pour me détruire pour avoir couché avec Carla ?» Isabella laissa échapper un rire court et aigu, dépourvu d'humour. « Oh, Ricardo, tu crois encore que le monde tourne autour de toi? Carla était un symptôme, pas la maladie. Tes liaisons n'étaient qu'un autre exemple de ton profond manque de respect. Il ne s'agissait pas de vengeance. La vengeance est un acte émotionnel fugace. Ceci était un réalignement stratégique. Tu étais un mauvais investissement. Alors je me suis désengagé. » Elle se tourna pour lui faire face complètement, ses yeux clairs et résolus. « Je n'ai aucun intérêt à te détruire, mais je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu détruis de bonnes personnes et de bonnes idées pour le profit. Innovation, Helios est maintenant sous ma protection. Tu n'y toucheras pas. Tu émettras un communiqué public demain matin, retirant ton offre et souhaitant le meilleur à la nouvelle direction. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. La dynamique de pouvoir dans la pièce, dans tout son monde, avait été altérée irrévocablement. Il était un multimilliardaire, un titan, mais elle avait une participation de contrôle dans ce qu'il voulait le plus, et elle venait de démontrer qu'elle était une joueuse bien plus astucieuse que lui. « Et nous ?» demanda-t-il finalement, le mot pendant maladroitement dans l'air. « Qu'en est-il de nous ?» Isabella le regarda, et pour la première fois, il vit un éclair de la femme qu'il avait épousée, une profonde tristesse dans ses yeux. « Il n'y a pas de nous, Ricardo. Il n'y en a pas eu depuis très, très longtemps. Tu as simplement construit une cage dorée si grande qu'il m'a fallu du temps pour trouver la porte. » Elle passa devant lui, se dirigeant vers l'aile des invités du penthouse. « Je ferai sortir mes affaires à la fin de la semaine. Mes avocats contacteront les tiens. Je te suggère de leur dire de coopérer. » Il resta seul dans le vaste et silencieux salon, entouré par l'art froid et minimaliste qui était censé représenter son succès. Pour la première fois, il comprit le vrai sens du mot banqueroute. Non seulement il avait perdu une affaire, mais il avait perdu la seule personne qui maintenait son monde uni d'une manière qu'il avait été trop aveugle pour apprécier. Le fantôme dans sa machine était devenu le maître de celle-ci, et elle venait juste de l'éteindre. Les jours qui suivirent le gala furent une éducation brutale pour Ricardo Montejo. L'histoire de sa défaite publique fit la une de tous les magazines financiers et colonnes de potins. Le récit était enivrant. L'épouse invisible, l'héritière secrète, la brillante manœuvre corporative. Isabella Vargas fut instantanément mythifiée
comme une icône féministe, un génie stratégique qui avait émergé de l'ombre. Ricardo, à l'inverse, fut peint comme un imbécile arrogant, surpassé en astuce par la seule personne qu'il aurait dû mieux connaître. Ses investisseurs prirent peur. Son conseil d'administration exigea des réunions d'urgence. L'illusion de son invincibilité, le fondement même de son pouvoir, vola un éclat. Les appels n'étaient pas retournés. Les affaires qui avaient été presque sûres furent soudainement mises en attente. Le monde qui autrefois se pliait à sa volonté le voyait maintenant avec un nouvel œil critique. Carla Davila fut l'un des premières races à quitter le navire en train de couler. Elle vit que la monnaie sociale et professionnelle de Ricardo s'était effondrée. En une semaine, elle avait discrètement démissionné des industries Montejo, émettant un communiqué sur la recherche de nouvelles opportunités. Il n'y avait pas de loyauté dans son monde, seulement un calcul impitoyable de pouvoir. Et Ricardo n'était plus le pari gagnant. Son départ fut une note de bas de page dans sa cascade de pertes, mais ce fut révélateur. Fidèle à sa parole, Isabella déménagea du penthouse. Elle ne s'enfuit pas dans la nuit. Elle fit venir des déménageurs professionnels en plein jour, un démantèlement calme, ordonné et très public de leur vie commune. Elle ne prit que ses effets personnels, ses livres et un seul tableau de la collection. Pas l'un des célèbres et coûteux, mais un petit paysage serein qu'elle avait toujours aimé. Un que Ricardo avait considéré insignifiant. Ricardo, pendant ce temps, se trouva à la dérive dans le silence résonnant de l'énorme appartement. Chaque pièce était un monument à son échec. Il se surprenait à écouter ses pas doux, le son délicat d'elle tournant une page dans son studio. Le silence qu'il avait jadis cultivé comme un signe de sa domination se sentait maintenant comme un vide écrasant et insupportable. Dépouillé des adulateurs et des distractions, il fut forcé d'affronter la vérité. Il rejoua les 5 dernières années dans son esprit, mais cette fois, il le vit à travers ses yeux. Il vit ses tentatives de connecter, ses suggestions intelligentes qu'il avait écartées, sa dignité tranquille face à ses liaisons flagrantes, sa profonde solitude. Il avait confondu sa grâce avec de la faiblesse, son silence avec sa soumission. Il ne l'avait pas seulement ignorée, il avait activement essayé de la diminuer, de la garder petite pour pouvoir se sentir grand. 2 semaines après le gala, humilié et désespéré, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il demanda à la voir, non pas par avocat, mais directement. Il lui envoya une simple note manuscrite. Ils se rencontrèrent dans un lieu neutre, une salle privée dans la galerie où elle avait travaillé autrefois. Quand elle entra, il fut impressionné une fois de plus par sa transformation. Elle portait une robe d'affaires simple mais impeccablement ajustée. L'incertitude tranquille avait disparu, remplacée par une aura d'autorité calme. Elle n'était plus Madame Montejo l'appendice. Elle était Isabella Vargas, la directrice principale. « Merci de me rencontrer », commença-t-il, la voix tendue. « Isabella, je suis désolé. » L'excuse resta suspendue dans l'air. Elle était authentique, née d'une douloureuse et profonde réalisation de soi. « J'ai été un imbécile, » continua-t-il. « J'ai été arrogant et cruel, et je ne te méritais pas. J'ai pris ta lumière et j'ai essayé de la cacher, parce que j'avais peur qu'elle n'éclipse la mienne. Je le vois maintenant. » Isabella écouta, son expression indéchiffrable. Elle ne lui offrit pas le réconfort facile du pardon immédiat. « Que veux-tu, Ricardo ?» demanda-t-elle, son ton non pas cruel, mais direct. « Je veux... » Il hésita. La réponse honnête était qu'il la voulait de retour. Il voulait la vie qu'il avait si négligemment jetée, mais il savait que c'était impossible. Il l'avait brisée sans possibilité de réparation. Alors il offrit la seule chose qui lui restait. « Je veux proposer un partenariat.
Elle haussa un sourcil. Non, pas personnel, clarifia-t-il rapidement. Professionnel, tu avais raison à leur sujet. Mon approche était mauvaise. Ta vision est meilleure. Tu es une meilleure stratège que moi. Industries Montejo subit un coup dur. Nous avons besoin d'une nouvelle direction, une nouvelle histoire, une entreprise commune entre Montejo et une Helios revitalisée. Ce serait puissant. Nous pourrions faire de grandes choses ensemble. C'était la concession ultime. Il admettait sa supériorité et mendiait une bouée de sauvetage professionnel. Il offrait d'être son partenaire selon ses termes. Isabella considéra sa proposition pendant un long moment. L'ancienne Isabella se serait recroquevillée à cette idée, mais elle n'était pas cette femme. Elle vit l'opportunité, non pas de le sauver, mais de tirer parti de ses ressources pour ses propres objectifs. Avec la puissance des industries Montejo derrière Helios, l'impact qu'il pourrait avoir serait multiplié par 10. « Je vais y réfléchir », dit-elle finalement. « Je ferai élaborer une proposition préliminaire par mon équipe. Mais sois très clair là-dessus, Ricardo. Je serai la partenaire principale. Les termes seront les miens et mes avocats superviseront chaque détail. Il n'y aura pas de place pour les vieilles habitudes. » Ricardo hocha la tête, une vague de soulagement si profonde qu'elle faillit le faire plier. C'était plus qu'il ne méritait. « Ce que tu diras, les termes seront les tiens. » Il sortit de la galerie ce jour-là un homme différent, humilié, vaincu, mais avec une lueur d'espoir. Pas d'une réconciliation romantique, mais d'une opportunité de construire quelque chose de nouveau sur les cendres de son arrogance, guidé par la femme qu'il avait si bêtement sous-estimée. Isabella le regarda partir, ne ressentant pas de triomphe, mais un sentiment tranquille de clôture. Son voyage n'avait pas consisté à le détruire, il avait consisté à se trouver elle-même. Elle était sortie de son ombre, non seulement pour être vue, mais pour finalement projeter une ombre bien à elle, une ombre qui était longue, puissante et façonnée entièrement par son propre dessein. Cette nuit au gala n'était pas une fin, mais un début spectaculaire. Dit-il. L'histoire d'Isabella Vargas est devenue une légende dans le monde des affaires, un témoignage du pouvoir tranquille qui est si souvent négligé. Elle n'a pas seulement gagné une bataille contre son mari, elle a redéfini toute son existence, se transformant d'une partenaire silencieuse dans un mariage solitaire, en une leader visionnaire dans une industrie compétitive. Son voyage nous enseigne que la vraie force n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle se forge dans le silence, se construit dans les ombres de la négligence, attendant le moment parfait pour entrer dans la lumière et changer le monde. Elle a démontré que l'actif le plus précieux n'est pas la richesse ou le pouvoir, mais un sentiment d'estime de soi que personne ne peut vous arracher. Qu'avez-vous pensé de l'incroyable transformation d'Isabella? Vous êtes-vous déjà senti sous-estimé seulement pour prouver que tout le monde avait tort? Partagez vos pensées et histoires dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons vous lire. Si vous avez été captivé par cette histoire d'émancipation et de douce vengeance, s'il vous plaît, mettez un j'aime à cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inoubliables. Cliquez sur cette cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de nous avoir regardés.